Bonjour, bienvenue dans la série Science sur notre science. Donc nous allons parler maintenant du chaos déterministe. Alors, même quand le nombre de particules ou d'objets ou de structures est faible et que les équations sont simples, on a parfois de mauvaises surprises. C'est le phénomène dit d'influence sensitive des conditions initiales. Alors, une expression un peu compliquée, mais qui en fait est assez simple, vous allez vite comprendre. Prenons un exemple. Un billard à boules, avec ses bandes. Et vous avez une boule qui est lancée sur la bande où elle rebondit. Alors, si le billard est bien construit, donc un billard bien lisse, avec des bords bien droits, les trajectoires sont des segments de droite, et les lois du rebond sont très simples, c'est les mêmes lois que la réflexion. Elle dit que l'angle qui est ici, avant et après, est identique. C'est comme la réflexion de la lumière sur un miroir. Alors considérons maintenant une trajectoire un petit peu différente. Les deux trajectoires faisant un petit angle que je note alpha au départ. La deuxième trajectoire rebondit avec une loi identique et on obtient deux trajectoires qui continuent à s'éloigner. Alors, dans ce cas-là, l'application des lois du rebond montre que l'angle entre les trajectoires reste constant. Elles sont toujours écartées d'un angle alpha. Les deux trajectoires s'éloignent petit à petit et l'écart entre les deux trajectoires est proportionnel à l'angle et proportionnel au temps qui passe. On dit que le système est linéaire. Et dans ce cas-là, si vous doublez la précision ici sur la mesure de la trajectoire, alors vous doublez la précision sur l'écart. On peut donc obtenir des résultats précis en faisant des mesures précises. Considérons maintenant une situation un peu différente, où dans le billard, on a des bouchons ou d'autres boules, en tout cas des surfaces circulaires, et la particule suit une trajectoire et rebondit sur les bouchons. Les lois des rebonds sont en fait exactement les mêmes. Alors c'est vrai que la surface est circulaire, mais il vous suffit de considérer la tangente à la boule ou au bouchon, et la loi de la réflexion sera exactement le même que sur une bande. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Considérons maintenant une boule avec une trajectoire très légèrement différente. Il est très facile de voir que très vite, la trajectoire va fortement s'écarter de l'autre. C'est un problème bien connu des joueurs de billard. C'est beaucoup plus facile de jouer avec les bandes qu'avec les boules ou les bouchons. On dit que le comportement n'est plus linéaire, mais plutôt exponentiel dans ce cas. Il ne faut pas beaucoup de collisions pour avoir des trajectoires qui deviennent complètement différentes, même avec un tout petit écart. Même si vous mesurez l'écart ici avec une très grande précision, il faudra très peu de temps, très peu de collisions, avant d'avoir des écarts énormes entre les trajectoires. Ce phénomène est appelé influence sensitive des conditions initiales. Pourquoi? Parce qu'on a la condition initiale, l'angle que fait la trajectoire, et le résultat est énorme, et donc on a une influence très sensible des petits écarts des conditions initiales, d'où influence sensitive des conditions initiales.
On appelle aussi ça petite cause, grands effets. Si vous me faites faire des calculs dans ce genre de circonstances, ça nécessite d'avoir une précision diabolique. Il faut une énorme précision sur le calcul de la trajectoire, sur la mesure de la trajectoire, pour pouvoir calculer le résultat. Bien souvent, dans beaucoup de systèmes, c'est impossible. Au billard, si votre boule doit rebondir sur 3, 4 bouchons ou autres boules, la trajectoire devient impossible à maîtriser. Bien que le système soit déterministe, on n'a pas de hasard là-dedans, il n'y a pas de phénomène aléatoire, les lois des rebonds sont très précises, déterministes, à une trajectoire précise, infiniment précise, on a un résultat précis. Malgré ce déterminisme, l'évolution est en fait imprévisible, parce qu'une précision n'est jamais infinie. On ne peut jamais avoir une précision infinie. C'est la base de la théorie des systèmes dynamiques, c'est son nom, ou ce qu'on appelle aussi le chaos déterministe. Déterministe pour la raison que je viens d'expliquer. Si on trace le graphique des trajectoires du système dans ce qu'on appelle l'espace des phases. L'espace des phases, on trace la position sur un axe, la vitesse sur un autre axe. Évidemment, il peut y avoir beaucoup d'axes parce qu'il peut y avoir plusieurs particules. S'il n'y a qu'une seule particule, aucun obstacle n'est rien du tout, ben là, le phénomène évidemment sera simple. Donc en général, c'est un peu plus difficile à dessiner, ou impossible à dessiner. Mais donc pour simplifier, si je fais une position, une vitesse, ce qu'on obtient, c'est alors des trajectoires extrêmement enchevêtrées. Comme en général, il n'y a plus de dimensions, on a même des trajectoires. Ça ressemble à un plat de spaghettis. Des trajectoires extrêmement enchevêtrées. Et on observe que les structures que prennent ces trajectoires prennent la forme de fractales, que vous avez sûrement déjà vu ou admiré dans parfois de très belles réalisations. Ce phénomène est très répandu. Beaucoup de systèmes subissent ce phénomène. Alors, je vais en donner 3 exemples, et je pourrais en citer des milliers. La gravitation, que nous avons vu dans la vidéo précédente, avec le problème des 3 corps. Si vous avez 2 corps, les lois qu'on a déduites, qui sont les lois de Kepler, sont très simples. Avec des trajectoires elliptiques, des périodes orbitales qui obéissent à des règles très simples. Mais si vous avez 3 corps seulement, ou plus, alors on tombe sur ce problème. Les équations de la gravitation subissent le phénomène d'influence sensitive des conditions initiales. Les résultats, les équations, sont chaotiques. Ça paraît étonnant, dans le système solaire, où toutes les planètes tournent en orbite depuis des milliards d'années, que le système soit chaotique. Mais heureusement, pour nous, on a un soleil très massif, des corps, des planètes, des astéroïdes beaucoup plus légers, qui s'attirent très faiblement parce que les distances sont très très grandes. Et donc, en général, ce phénomène ne se manifeste que sur des périodes très longues. Le phénomène chaotique ne se manifeste que sur des périodes très longues qui se chiffrent en milliards d'années. Donc, le calcul des éphémérides, par exemple, les éclipses, etc., reste possible, avec une très bonne précision. Sur des centaines, des milliers d'années, on peut calculer les orbites des planètes et de leurs satellites sans difficulté, avec une très bonne précision. Si on dépasse le milliard d'années, ça devient incalculable. Il serait impossible de dire avec certitude, par exemple, quelle était l'étoile au nord céleste. Actuellement, c'est l'étoile polaire. Ça change au cours du temps parce que la Terre, l'axe de la Terre aussi, comme celui d'une toupie, on appelle ça la précession. Au temps des Égyptiens de l'Antiquité, par exemple, ce n'était pas l'étoile polaire qui était située au pôle céleste. Ça, on peut le calculer assez facilement.
Mais sur plus d'un milliard d'années, aucune chance de trouver quelle étoile était pointée au nord céleste. Le système est chaotique. Et parfois, il y a des cas plus exceptionnels où le chaos se fait sur des mois, des années ou des mois. On peut prendre l'exemple, par exemple, des géocroiseurs. Alors, les géocroiseurs, ce sont des astéroïdes qui ont subi des chocs, des déviations quelconques, et qui se baladent un peu partout et croisent l'orbite terrestre. D'où géocroiseurs. Évidemment, ils sont dangereux. Parce que, comme ils croisent l'orbite terrestre, ils pourraient très bien venir percuter la Terre. Donc on les surveille. Il y a quelques années de ça, on découvrit un astéroïde qui fut nommé Apophis, un dieu funeste, et on calcula sa trajectoire. Apophis devait passer près de Mars. Et on savait calculer la distance d'approche avec une assez bonne précision. On savait alors que la trajectoire allait dévier et qu'il allait passer pas très loin de la Terre. Le problème, c'est que le passage près de Mars, c'est comme pour nos boules. Le moindre petite erreur dans la trajectoire conduit à une déviation très différente. Et comme les mesures ne sont pas infiniment précises, on ne savait pas très bien si Apophis allait passer près de la Terre, loin de la Terre, ou venir percuter la Terre. Évidemment, l'espace est vaste, il y avait plus de chances qu'il passe loin. Mais on ne savait pas le calculer précisément, à cause de cette influence sensitive des conditions initiales. Après son passage auprès de Mars, on connaissait la déviation qu'il avait subie, on mesura sa trajectoire, et on peut dire, ouf, ça va, il peut passer assez loin de la Terre, plus d'1 million de kilomètres. Et effectivement, il est passé à plus d'1 million de kilomètres de la Terre. Donc ce phénomène arrive de temps en temps, parfois sur de courtes périodes. Un autre exemple, très familier, c'est la météo, que tout le monde écoute. Vous savez combien les prédictions qu'il donne manquent parfois de fiabilité. Alors, parfois, il nous donne un bon résultat en disant, voilà, cette semaine, il va faire beau, il va pleuvoir, vous allez avoir un très beau week-end. Souvent, ça tombe assez juste. De temps en temps, mais ils sont complètement à côté de la plaque. La météo, c'est quelque chose de complexe. C'est décrire les mouvements des fluides, la chaleur, l'humidité, sur une bonne partie de la planète, parce que en une semaine, les vents, les courants parcourent une bonne fraction de la planète, une bonne moitié. Et donc, on doit faire une modélisation globale. Et le monde, il est vaste, hein, il fait 40 000 km de circonférence. Et donc, l'atmosphère, c'est plusieurs milliers de mètres. Et donc, forcément, c'est des systèmes très complexes. Il faut les faire sur ordinateur. Et les équations qui sont à la base des modèles, c'est les équations de la mécanique des fluides. Et malheureusement, là aussi, il y a l'influence sensitive des conditions initiales. Dans les régimes dits turbulents, qui sont fréquents en météorologie, les phénomènes turbulents sont très sensibles aux conditions initiales. Cela rend le calcul des prédictions sur ordinateur plus ou moins correct, parfois c'est plus stable, parfois moins stable, sur 2 à 3 semaines au mieux. Augmenter la couverture des mesures, améliorer les ordinateurs, permettrait peut-être d'améliorer ses prédictions, peut-être même de gagner une semaine, mais on ne peut pas espérer plus. Même avec des super bécanes, on n'arriverait pas à faire beaucoup mieux. On a parfois nommé ça l'effet papillon, suite à Lorentz qui avait modélisé les équations de l'atmosphère d'une manière extrêmement simplifiée. À l'époque, c'était juste l'après-guerre, donc à l'époque, il n'y avait pas les gros ordinateurs pour faire les calculs météorologiques. Donc il avait fait des calculs très simplifiés et avait obtenu une structure fractale pour
dans l'espace des phases qui avait un peu la forme de papillon. Ça a donné l'idée de l'effet papillon, en disant, un papillon qui bat ses ailes au Brésil peut provoquer une tempête sur la France une semaine plus tard. Alors, c'est abusif. C'est abusif pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas que le papillon qui bat des ailes. Hein. Il y a le type qui habite dans la rue, qui va sortir, ses poubelles ou pas. Ça fait des perturbations aussi. Ça bouge l'atmosphère. Ou un caillou qui dégringole une pente, ou toutes sortes de petites perturbations de toutes sortes. Il y en a partout sur toute la planète. De plus, ça ne va pas nécessairement provoquer une tempête. Ça peut aussi conduire à ce qu'il n'y ait pas de tempête, alors qu'il aurait dû y en avoir une. Ou changer le régime des vents, ou faire qu'une pluie qui devait arriver le vendredi arrive le dimanche. Donc, c'est une amplification de tout l'effet papillon, c'est une amplification de toutes les petites perturbations qui rendent le temps imprévisible au bout de quelques semaines. Un autre exemple, c'est celui des molécules d'un gaz. J'avais déjà parlé des systèmes macroscopiques composés de centaines de milliers, de milliards d'atomes de molécules. Et les collisions entre molécules de gaz s'apparentent, grosso modo, à des collisions de boules de billard. Donc on retrouve notre exemple. Influence sensitive des conditions initiales. Et là, c'est bien pire que pour les boules. Parce que dans un volume d'air ambiant comme celui-ci, il y a plusieurs milliards de collisions de molécules d'air à chaque seconde. À chaque seconde, des milliards de cas comme ça. Donc le système, le mouvement des molécules d'air est hautement imprévisible. En fait, strictement imprévisible, même au bout d'une fraction de seconde. Donc voilà un cas où on ne pourrait pas résoudre les équations, je vous l'avais dit, avec 100 000 milliards de molécules dans un gramme, pas la peine de calculer les positions, les mouvements de chacune des milliards d'atomes de molécules. Mais de toute façon, même si on arrivait à les décrire, on ne saurait pas le calculer. C'est imprévisible. Donc on utilise des approches statistiques et paradoxalement, c'est plus facile grâce à ça. Grâce à ce comportement imprévisible, on peut faire comme si c'était du hasard, bien que ce soit du chaos déterministe. On peut le traiter comme du hasard et appliquer des méthodes statistiques très efficaces, extrêmement efficaces. Donc ce phénomène qui nous embête bien dans les calculs favorise l'approche statistique. Donc on peut dire que la physique est complexe parce que l'influence sensitive conduit au chaos, que les systèmes non linéaires, avec influence sensitive, sont la règle, les cas contraires sont l'exception, et que le caractère imprédictible conduit à utiliser des outils statistiques qui peuvent être assez complexes, et des théories très complexes, comme la théorie des fractales, par exemple. Le monde réel est composé de grands nombres de particules, et donc est complexe, et sa description, et donc la physique, est complexe. Dans la prochaine vidéo, nous reviendrons sur les aspects concernant la modélisation et les mathématiques. Je vous remercie.